Chers internautes, bonjour, bienvenue pour ce 124e Citrep sur la Syrie en compagnie d'Aïssar Midani. Aïssar, bonjour. Bonjour Raphaël, bonjour chers internautes, bonjour à tous et merci de nous suivre et ravi de vous retrouver. Et merci oui pour votre fidélité, merci pour tous les commentaires que vous laissez sous nos vidéos. Et nos excuses si on n'est pas toujours aussi réactif qu'on l'aimerait, mais on essaie de prendre le temps quand même d'y répondre, voilà, quand on le peut. Et merci de vous y abonner. Oui. Parce que moi, je ne peux plus distribuer, à vrai dire, on m'interdit. Les réseaux sociaux interdisent la distribution à plus de tant de personnes, et puis voilà, on perd un temps fou. Et bien, sans transition, on va commencer à parler tout de suite de la Palestine, et on va commenter donc l'assassinat et les suites politiques de l'assassinat de la journaliste Shirin Abu Akleh. Journaliste qui travaillait pour Al Jazeera, qui s'est fait assassiner il y a un peu plus de 2 semaines maintenant. Est-ce que tu peux nous reparler des nouveaux éléments qui sont sortis Alors en fait, cet assassinat survient après tout le mois de Ramadan, sachez-le, où il y a eu des agressions contre le peuple palestinien, des agressions au sein d'Al-Aqsa à Al-Quds, dans la mosquée d'Al-Quds et Al-Aqsa. Shirin Abu Akleh est une journaliste depuis 25 ans, qui couvre les événements en Palestine depuis 25 ans, qui documente ou de manière claire les exactions israéliennes contre le peuple palestinien. C'est les crimes des Israéliens contre le peuple palestinien. Donc, elle a couvert effectivement les crimes à Jénine, elle a couvert les crimes à Jérusalem cette année, l'année dernière, etc., ce qui en fait effectivement quelqu'un qui est dans le collimateur de l'occupant israélien. Il y a 15 jours, elle a été visée alors que c'est quelqu'un qui est très prudent. Donc, elle avait son casque, elle avait son gilet pare-balles sur lequel écrit de manière ostensible presse, et puis son casque qui protège sa tête. Elle était aussi loin des endroits de tir, dans un angle d'ailleurs, et puis elle a été visée à 1 centimètre de son casque, donc dans le bas du crâne. Maintenant, on sait que c'était une balle à fragmentation, à l'image des bombes à fragmentation, c'est-à-dire c'est une balle qui rentre et qui s'explose à l'intérieur. Pourquoi je dis ça? Parce que sa collègue qui a témoigné sur Al Jazeera en disant que de toute façon, elle voulait relever le corps aussi, quand avec ses collègues, il voulait relever le corps de Shirin Abu Akleh, il n'y avait plus de crâne, en fait. Tout le crâne était complètement écrabouillé par cette explosion, justement, de balles. Que je rappelle, ils sont interdits quand même à l'utilisation, au même titre que les bombes à fragmentation, qui sont d'ailleurs en plus utilisées systématiquement par les Israéliens. Ils ont été utilisés aussi à Jénine, ils ont été utilisés à Gaza, alors qu'ils sont interdits de la même manière que les bombes à phosphore et les bombes à fragmentation. Donc, voilà. En fait, là-dessus, le crime était tellement odieux qu'on voit que Blinken s'est dépêché de téléphoner à la famille de Shirin, en disant que c'était absolument intolérable, que c'est un crime intolérable. D'autre part, alors, Shirin, elle a été effectivement, le corps a été enlevé, il a été conduit à l'hôpital français
à Jérusalem, et elle a sorti donc de son du comment dire du cercueil pour les obsèques. En fait, c'est je dirais la marche des obsèques. Ils ont été attaqués. Alors l'armée israélienne a attaqué l'hôpital. Ils voulaient attaquer même le cercueil de Shirin. Ils ont attaqué les personnes qui portaient le cercueil. Ils ont attaqué les personnes qui allaient dans les obsèques et qui marchaient effectivement de l'hôpital jusqu'à la mosquée. Je tiens à dire qu'ils ont été largement déçus puisque des obsèques, il y en a eu dans toutes les villes de la Palestine, des obsèques de Shirin Abu Akleh. Il y en a eu aussi à Jérusalem, donc c'était une très grande marche de 150 km. Le cercueil a été porté sur les épaules et donc la prière a été faite aussi bien à l'église de la Natalité que dans la mosquée Al-Aqsa. Ça a été les patriarches et les imams se sont associés pour ces obsèques, pour cette prière, pour l'âme de Shirin et pour cette grande combattante qui était de la parole, en fait, et cette grande combattante pour le droit palestinien qu'a été Shirin Abu Akleh. Et donc là, je disais tout à l'heure c'était violent. L'armée israélienne s'est attaquée à toutes les personnes qui participaient. Mais ils n'ont rien pu faire. À tel point que, effectivement, je disais que même Blinken, qui est le ministre des Affaires étrangères américain, a senti le besoin de téléphoner à la famille et de dire que c'était un crime odieux et qu'il allait en faire part à l'État israélien, que c'était inadmissible. Alors Voilà. on peut noter quand même que on a vu les images terribles effectivement où la police matraque ceux qui portent le cercueil, donc il n'y a vraiment aucun respect de ce qui est le plus sacré, quoi. Quand on donne la vie et puis quand quelqu'un est mort, normalement ce sont des de moments sacrés. La police et l'armée israélienne ne le respectent même pas. Mais effectivement, miraculeusement, donc les porteurs du cercueil arrivent à rester debout et à porter le cercueil. C'est vraiment un moment très fort. Et on peut s'étonner aussi des médias occidentaux, enfin on s'en étonne plus, mais on peut le noter en tout cas ils n'en ont pas beaucoup parlé, ils ne s'en sont pas beaucoup émus. C'est inversement proportionnel à la manière dont ils s'émeuvent de ce qui se passe en Ukraine. Bah, de toute façon, quand ils s'émeuvent pour la moindre personne en fait qui concerne les Européens, je dirais, c'est pas seulement en Ukraine, ça serait la même chose n'importe où. Ils s'en émouvraient davantage, mais ça, c'est pas la question. La question, c'est d'occulter ces moments de lutte très forts, parce qu'ils ont été des moments de lutte très forts où je peux dire effectivement, Shirin, par sa mort comme par sa vie, a lutté pour la cause palestinienne. Elle a réussi, même par sa mort, à unir l'ensemble des factions palestiniennes, l'ensemble des organisations et le peuple, tous les Palestiniens de toutes les régions, de toutes les phases, je dirais, d'occupation, parce que les Israéliens cherchent toujours à diviser entre les Palestiniens de 48, les Palestiniens de 73, les Palestiniens de 67, etc. Et en fait, là, tous les Palestiniens sont unis dans la lutte qui crie effectivement vie à Shirin et aussi tu seras vengé. Shirin, avec notre sang et avec nos vies, nous défendrons Jérusalem, nous défendrons Al-Aqsa. Tu as été un grand exemple pour nous montrer la voie. Donc, en fait, toutes ces pratiques israéliennes n'ont fait que unifier et attiser la haine contre l'occupant et à rendre de plus en plus proche, je dirais, la fin de cet État d'Israël
fantoches, occupants et qui tous les jours vole les terres, détruit les maisons, détruit les cultures, détruit toutes les conditions de vie des Palestiniens, les poussant dehors pour s'approprier leurs terres. Mais là, le peuple palestinien dit qu'il garde ses terres et la Palestine est aux Palestiniens plus que jamais. Mhm. Alors, à Davos, au Forum économique mondial, il y a eu un petit incident diplomatique. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, à Davos, effectivement, le ministre des Affaires étrangères qatari qui était là, qui représentait le Qatar, je vous rappelle que Al Jazeera est une chaîne qatari et que Shirin Abu Akleh était une parmi les plus brillants correspondants en fait de Jazeera qui a été tué donc par les Israéliens. Donc ils ont rappelé, il a rappelé, le ministre des Affaires étrangères a rappelé que Shirin a été tué par les Israéliens de manière la plus vile qui soit et avec préméditation, ce qui est un crime contre l'humanité, d'une part parce qu'elle fait partie de la presse et d'autre part parce que elle n'était pas armée et c'est quelqu'un qui n'était même pas dans les zones de combat. En fait, elle était là, mais pour filmer. Donc, pendant ce temps, donc, effectivement, les Israéliens qui étaient présents dans ce forum de Davos sont sortis de la salle, ce qui montre, en fait, ils s'auto-condamnent eux-mêmes. Je veux dire, c'est tout à fait ça que ça représente. Et de plus en plus, je dirais, parmi les peuples, cet État fantoche d'Israël est haï et, comment dire, est banni euh, à cause de ces pratiques non seulement inhumaines, mais ces pratiques qui violent toutes les lois humaines, internationales, les lois des guerres, les lois de l'occupation, etc. Il fait fi de toutes ces lois et il ne fait qu'à sa tête. Mhm. Voilà. Alors, il doit y avoir une marche des drapeaux prévue prochainement, mais c'est pas sûr qu'elle ait lieu. Donc c'est pas une marche des drapeaux palestiniens, c'est une marche des drapeaux israéliens. Est-ce que tu peux nous expliquer de quoi il s'agit? Alors, en fait, suite à ça, effectivement, mais c'était aussi, je vous rappelle quand même que pendant tout le mois du Ramadan, il y a eu une grande résistance du peuple palestinien, des Palestiniens, pour pouvoir faire la prière dans la mosquée Al-Aqsa, et que dans cette mosquée, les agressions étaient quotidiennes, et les agressions des colons, d'une part, et sous la protection de l'armée israélienne. Donc, les blessés étaient nombreux, mais les Palestiniens ont tenu bon. Et face à cela, donc, les colons continuent leurs agressions et leurs violations de tous les droits humains, surtout les droits à la pratique religieuse des Palestiniens, qu'ils soient musulmans ou chrétiens, puisqu'ils ont aussi été obligés de se faire, ils ont été obligés de se défendre même face à au sein de l'Église de la Nativité et au sein de l'Aqsa, ces agresseurs comment dire, ces agresseurs qui sont les colons qui venaient agresser tout le monde et interdire aux Palestiniens d'aller dans les lieux saints. Bon, là, donc sous la protection de l'armée israélienne et de la police israélienne qui commettaient les pires exactions contre la population palestinienne. Et donc, voilà, là, ils viennent encore une fois provoquer les Palestiniens par une marche en tenant les drapeaux israéliens
en fait, pour circuler dans toutes les rues des villes, de la vieille ville de Jérusalem et aussi sur le parvis de la mosquée Al-Aqsa et ainsi que sur l'église de la Nativité. Ils vont déambuler dans toutes les places comme ça avec les drapeaux israéliens. Face à cela, bon, la résistance palestinienne, dans toutes ces organisations et sous tous ces dirigeants, avec tous ces dirigeants, mettent en garde l'État israélien, comme quoi il devrait interdire cette marche. Hein, et s'il ne l'interdit pas, cette marche qui constitue une véritable provocation du peuple palestinien, s'il ne l'interdit pas, il faut qu'il s'attende au pire, il faut qu'il s'attende à l'enfer. Et en fait, aux dernières nouvelles, là, je vois qu'il y a une grande discussion au sein de l'État, en fait, israélien, entre les responsables militaires d'un côté et les responsables des forces de l'ordre, etc., où il y a une grande dissension. Certains disent qu'il ne faut surtout pas continuer dans cette provocation parce qu'on ne pourrait pas faire face aux missiles des organisations palestiniennes et que de toute façon, c'est inutile d'aller dans ces provocations jusqu'au bout. Ça peut être très préjudiciable. Et d'autres, comme les responsables politiques, qui continuent à accuser et à dire que non, il faut qu'elle se tienne, etc. Puisque sachez quand même que le gouvernement israélien est en but, est très précaire et il est en but à des attaques de ses adversaires politiques, en fait, entre Neftali Bennett et puis Netanyahou qui prétend être le seul sauveteur d'Israël. Donc, en fait, pour gagner politiquement, ils sont en train de s'appuyer sur les franges de population qui sont les plus extrémistes, qui sont les colons, qui sont complètement fanatisés et qui sont fanatiques complètement. Donc voilà, la situation en est là. Donc cette discussion, elle continue. Il est question d'interdire cette marche au sein de l'État fantoche d'Israël, mais de l'autre côté, effectivement, le ton monte du côté de la résistance palestinienne et promet le pire, effectivement, si cette marche n'était pas interdite. Donc, voilà. Alors, parallèlement à ça, il y a eu ces derniers jours, ces dernières semaines, on peut dire une grande répression sur plusieurs villes palestiniennes. Il y a eu plusieurs adolescents de tués. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, il n'y a pas que de la répression, il y a des invasions, en fait, par l'armée israélienne de ces villes, les villes de Jenin, de Naplouse, de Tolkerm, des quartiers de Selwan, par exemple, et El Bire, du côté de Al-Quds, qui sont des banlieues de Al-Quds. Les invasions par l'armée et les intrusions sont nombreuses. Les violations de domicile aussi sont nombreuses. Donc, ils font peur à la population, ils arrêtent des jeunes, ils les amènent en détention. Et ceux qui protestent, on leur tire dessus. Maintenant, c'est la pratique systématique de l'armée israélienne, c'est de tirer sur les gens, sur tout ce qui bouge, alors que ce soit des enfants. Un jeune de 17 ans a été tué hier, un autre jour à Naplouse, un autre jour un jeune de 14 ans a été tué aussi, et une dame qui était à moitié handicapée, qui n'entendait pas bien, elle était à moitié autiste, on lui a tiré dessus, ils l'ont tuée à bout portant.
En fait, donc, toutes ces pratiques sont devenues des pratiques systématiques de l'armée israélienne et qui ne font que creuser leur tombe, d'ailleurs, de plus en plus rapidement, puisque non seulement les lois sont contre eux, le monde, même les amis, les gens qui soutenaient d'ailleurs à tort cet État israélien, ben là, ils se défont complètement, et, y compris d'ailleurs les Américains, hein, je tiens à dire, commence à y avoir des voix de plus en plus qui s'élèvent de plus en plus au sein des États-Unis pour arrêter de soutenir cet État israélien qui ne respecte rien et qui est absolument criminel. Mhm. Et donc, je dis aux États-Unis, sans parler des autres pays, des autres peuples, etc., que ce soit en Australie, en Angleterre, en France, en Allemagne. Et donc, le soutien des Palestiniens augmente dans toute la planète et les Israéliens sont de plus en plus en minorité et déplorés d'ailleurs, en fait, bannis de la communauté des peuples, je dirais. Alors on va passer au Liban maintenant, puisqu'il y a eu les élections parlementaires le 15 mai dernier, sous haute pression internationale, puisqu'on évoquait lors du dernier CITREP le rôle joué notamment par certaines ambassades comme celle des États-Unis ou celle d'Arabie Saoudite. Est-ce que tu peux nous parler du résultat, puisque bon, il y a eu quelques surprises que tu avais anticipées, toi et d'autres avaient anticipé, hein, c'est-à-dire l'effondrement du parti du mouvement du futur, hein, le parti d'Hariri, et puis l'éclosion de nouveaux partis comme la société civile, dont on peut se douter qu'ils sont soutenus peut-être par plus ou moins par l'Occident. Est-ce que tu peux Euh, nous commenter un petit peu, parce que c'est vrai que dans la presse occidentale, on en parlait un petit peu beaucoup, on en parlait beaucoup avant, et puis depuis que ça a eu lieu, on n'en parle plus trop, sauf pour dire que bon, le Hezbollah aurait perdu, ou la résistance aurait perdu. Qu'en La est-il vraiment? résistance, oui, c'est ça, la résistance aurait perdu. Donc, en fait, sans aller discuter de toute la campagne de fausses informations qui a été orchestrée pendant les élections et avant la déclaration officielle des résultats qui disait que de toute façon, la résistance a perdu tout, etc., etc., et que ce sont ceux qui sont contre la résistance qui ont gagné, voilà. Et ben, en réalité, alors, quand on reprend le comptage des voix, bon, la résistance a perdu quelques sièges, mais sans plus. Mais en fait, elle reste quand même majoritaire au niveau pas seulement des voix de Hezbollah, mais la voix de Hezbollah, de Amal, du parti du général Aoun, et puis aussi des gens qui étaient dans le parti de Hariri, mais qui sont aussi maintenant pour la résistance, avec les indépendants qui sont pour la résistance, malgré l'explosion de ce qu'on appelle les ONG, et on ne sait d'où ils viennent, et aussi l'explosion, enfin bon, on sait par contre le parti de Jarjah qui est largement soutenu par les Américains et les Saoudiens et avec des tonnes de dollars qui n'ont quand même pas fait grand-chose. Et puis donc le parti de Jumbla. Donc en réalité, les voix, les sièges ou la majorité dans le Parlement restent le front de la résistance, je dirais. Et puis, bon, il y a quand même une minorité, mais assez importante quand même, pour les autres en face. Alors ça, c'est un point important que surtout donc surtout que c'est aujourd'hui donc on continue avec en fait un parlement, je dirais presque de la même configuration qu'il y avait, c'est-à-dire une majorité de la résistance. Et à ce titre-là, donc à l'anniversaire
de la libération, le 25 mai, qui avait lieu hier, le 25 mai 2000, hein, donc la libération importante du sud du Liban, de l'ensemble des territoires de Akkar et du sud, bon, hormis les fermes de Shab'a, qui a été faite effectivement cette libération menée essentiellement par les résistants et sous la direction de Hezbollah, a été célébrée donc par tout le peuple libanais. Et on ne peut pas dire que c'est seulement les partisans de Hezbollah qui ont célébré cette libération, puisque c'est la grande partie du Liban, une grande partie du Liban a été libérée de l'occupant israélien, que tout le monde pensait invincible et que effectivement le Hezbollah a cassé ce mythe, hein, et a montré que c'est quand même un occupant qui est aussi faible qu'une toile d'araignée, qu'il est fait essentiellement de mythes et de bluffs, hein, et en fait qu'il est loin d'être invincible et qu'il a été vaincu par des résistants, bien sûr par des résistants qui ont mis du leur, par leurs efforts, par des nuits qu'ils ont passées, etc., et que c'est par le soutien aussi de l'ensemble du peuple libanais autour d'eux. Donc ça, c'est un point important quand même, et surtout que le Hezbollah a dit cette victoire, elle est pour tous les Libanais. C'est pas le Hezbollah qui a seulement fait cette victoire, il l'offre à tout le peuple libanais. Il n'a jamais revendiqué le pouvoir suite à cette grande victoire. Et hier, Samahat Sheikh Nasrallah insiste sur le fait que on n'a pas fait la libération du pays pour accéder au pouvoir. On l'a fait pour défendre notre peuple, pour défendre notre patrie et défendre nos droits de patrie, en fait, de pays. Et aujourd'hui, si on résiste aussi, on continue dans la même résistance, non pas pour accéder au pouvoir, mais aussi pour défendre notre pays, défendre notre peuple et défendre nos ressources qui sont en but à toute velléité pour les voler, notamment par les Israéliens et les autres. Et donc, nous sommes là pour défendre le pays, pour notre peuple. Nous sommes là pour aussi agir pour notre peuple contre ceux qui veulent l'affamer, ceux qui veulent le mettre à genoux, ceux qui veulent, comment dire, hypothéquer sa souveraineté et son indépendance. Donc ça, c'était un discours qui était absolument très, très important, qui a été dit hier par Samahat Sheikh Nasrallah, et ça a une portée extraordinaire au niveau du Liban, parce que pour ceux qui essayent de jouer sur le confessionnalisme, qui essayent de jouer en créant des histoires, en associant le nom de Hezbollah au trafic de drogue, en associant le nom de Hezbollah à des malfrats, etc. Et là, ça a été le moment de mettre en plein comme ça, mettre la vérité en face de tous les mensonges qui veulent, comment dire, travestir la réputation des Hezbollah et ses intentions. Donc ça, c'était très, très important aussi pour affirmer la volonté d'indépendance, en fait, et de faire progresser le pays, en fait, loin des pressions américaines et de la Banque mondiale qui va hypothéquer de toute manière l'indépendance du Liban. D'accord. Voilà. On va passer, avant de se concentrer sur la Syrie, on va finir avec l'international. Tu me mentionnais en préparant cette interview qu'il y a eu un assassinat d'un responsable des gardiens de la Révolution
Sayad Kodai le 22 mai dernier à Téhéran. Est-ce que tu peux commenter ce fait? Alors, oui, je voudrais ajouter un point qui est important quand même. Samahet Sheikh Nasrallah a rendu hommage à la Syrie, qui a Mhm. aidé par tous les moyens à cette libération et à cette lutte contre l'occupant. Donc, de là, effectivement, il dit que de toute façon, nous sommes intervenus en Syrie aussi parce que ce qui concerne la Syrie nous concerne, la lutte contre le terrorisme en Syrie, et il l'avait dit à plusieurs reprises, et aussi une lutte contre le terrorisme au Liban. Rappelez-vous qu'il y a eu des gens qui se sont alliés avec les terroristes au Liban, et ça ne leur a joué que des mauvais tours, puisque nous avons vaincu aussi avec la Syrie les terroristes de Daesh, etc., qui étaient dans les montagnes libanaises aussi, en plus des montagnes syriennes. Donc dans les montagnes de Qalamoun et à Arsal. D'où aussi cette nécessité, quand je vois cette coordination entre la Syrie, le Hezbollah et l'Iran, en fait, au sein de l'axe de la résistance ou du front de la résistance, a fait qu'il y a eu des grands personnages, des grandes personnalités comme le général Qasem Soleimani et Abou Mahdi el-Mohandes, qui ont été assassinés de manière vile et dégueulasse, je dirais, par les Américains de manière ostentatoire. Maintenant, l'assassinat, ajouté à l'assassinat quand même de grands scientifiques syriens et iraniens, et même palestiniens, tunisiens. Maintenant, ce personnage, cette grande personne qui était aussi responsable en Syrie en fait, de la défaite de Daesh et de la participation, de la coordination entre les différentes forces de la résistance au sein de la Syrie. Et c'est la raison pour laquelle ce monsieur Hassan Sayadi a été assassiné. Il était très présent en Syrie et je dirais, a aidé de manière substantielle à la défaite du terrorisme. Mhm. Cet assassinat est arrivé à Téhéran, à deux rues près de son domicile, alors qu'il n'était plus en Syrie. Je pense on pense de toute façon fortement aux États-Unis et à leur valet israélien dans la région. C'est clair. Et puis là, de toute façon, il va y avoir des attaques au niveau, une riposte, ça a été affirmé. Effectivement, il va y avoir une riposte importante et puis Israël doit se tenir sur un pied là-dessus. Mhm. Voilà. Alors on va parler maintenant du conflit en Pour, Russie. Tu me mentionnais que le rouble était à son plus haut au niveau du cours, des Oui, cours oui. Alors, internationaux. en fait, effectivement, donc de la Syrie, on peut parler effectivement, puisqu'on est en train de voir la lutte contre le terrorisme. Moi, je voudrais en fait parler aussi de l'Ukraine, qui a commencé effectivement en 2014. Comment dire, les bandes terroristes qui ont été en fait qui ont été alimentés largement par les armes et par l'entraînement et du dire de pas mal d'ailleurs des responsables américains aussi qui ont clairement dit qu'ils ont entraîné les bandes Azov, qu'ils ont entraîné des nazis en Ukraine, qu'il y a eu ces bandes de nazis ont sévi depuis 2014 en,
en Ukraine en tuant des milliers de personnes. Je rappelle qu'il y a quand même 14 000 morts de Russes dans Russophone plutôt, enfin en tout cas, c'est les les Ukrainiens. russophones, oui, mais à Donetsk et, Donetsk et Lugansk. Techniquement, euh, ils sont pas russes. Techniquement, ils sont ukrainiens. Après, il y a eu la déclaration d'indépendance de Lugansk et enfin, des deux républiques du Donbass. Mais tu as dit russe, mais tu voulais dire ukrainien. Les 14 000 morts, ils sont pas russes, ils sont ukrainiens. non, ils sont russophones. Voilà, Ils sont russophone. russophones Pour la d'origine plupart. russe, oui, Pour c'est la plupart, ça, hein, ça se mais comprend dans le nom. ils sont ukrainiens. Oui. Je voudrais rappeler quand même que historiquement, la Russie et l'Ukraine, hein, c'est pratiquement le même peuple en fait. Mhm. Ils sont très liés. C'est le même peuple, donc, mais une bonne partie des Ukrainiens sont russophones, et c'est ceux-là qui étaient effectivement en but à toutes les attaques des nazis, mais ça ne veut pas dire que les autres étaient préservés, puisque les nazis, ils attaquent tout le monde, et ils attaquent d'abord comme ça pour diviser, on attaque une partie, une autre, etc. Exactement la même manière dont ça s'est passé en Syrie. On s'attaque à une partie de la population, on dit d'abord c'est vous, mais soyez avec nous, vous serez préservés, mais en fait tout le monde est attaqué en même temps. Ils ne font pas de différence entre les uns et les autres quand il s'agit d'attaquer. La question, c'est que effectivement, donc ces morts importants, la Russie a essayé de faire par tous les moyens pour les aider à une résolution des problèmes. Bon, je rappelle quand même qu'en 2014, en 2013, il y a eu un coup d'État qui a fait valser le président qui était légitimement élu. Et puis, ils ont amené Zelensky à sa place, qui, lui, est dominé quand même par ces bandes nazies. Il n'a plus tellement, il n'a aucune liberté de parole ni liberté de décision. Il est soumis à leur terreur, je dirais. Et puis surtout qu'ils sont soutenus par les États-Unis et maintenant par l'Union européenne. Alors justement, il y a eu Euh, le lapsus de George W. Bush, qui était assez révélateur, qui est formidable, hein. Un lapsus, on dirait que des fois il y a une justice immanente. Et il voulait parler de Vladimir Poutine en disant voilà comment ça se fait qu'un seul homme ait pu prendre la décision d'envahir un pays comme il voulait dire l'Ukraine et il a dit l'Irak. Sachant que L'Irak. lui-même, 20 ans plus tôt, a décidé d'envahir l'Irak. C'est Tout à fait, mais ça veut dire quand même que l'Irak est très présente dans leur, dans le dans leur souvenir, tête, dans je leur tête, dirais, ouais, bien dans sûr. leur inconscient. Voilà. Et Alors, puis, alors pour en revenir, donc là, les États-Unis imposent des sanctions, entre guillemets, donc des mesures coercitives unilatérales contre la Russie pour obligeant l'Europe et tous les pays à couper les ponts avec la Russie, à ne plus accepter, à ne plus acheter le gaz russe, à ne plus acheter le pétrole russe. Et je voudrais dire aussi à ne plus acheter l'uranium enrichi russe, et ça, on n'en parle pas tellement. Mais eux, par contre, les États-Unis, ils font au contraire, pendant qu'ils interdisent ça aux autres, hein, ils pompent un maximum ils importent des quantités faramineuses de pétrole et de gaz, hein, chez eux pour avoir en fait un grand stock. Ils l'interdisent à l'Europe et les Européens, ils sont obligés de mourir de froid parce que les États-Unis veulent leur vendre le gaz russe le gaz soi-disant de schiste et le pétrole de schiste qui coûte 4 fois plus cher. Donc ça d'une part, et qui est loin d'être utilisable pour l'instant, disons-le aussi, mais il ne parle pas du tout de l'uranium, comme par hasard, de l'uranium enrichi qui est acheté aussi à partir de la Russie et qui alimente les centrales nucléaires de production de l'électricité dans toute l'Europe.
Ce qui veut dire que, en fait, l'Europe va être dans l'obscurité, elle va pas avoir suffisamment d'électricité pour ses usines, et puis que, de toute façon, il y aura une véritable régression économique de l'Europe, alors que, effectivement, là, la Russie, elle a fortement raison, impose à ceux qui veulent lui acheter des matières premières comme tout, en fait, qu'il paye avec sa monnaie, qui est le rouble. Donc le rouble a monté actuellement, d'une part. D'autre part, donc l'économie russe, elle n'est pas en train de s'effondrer, elle est en train de s'améliorer, je dirais. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, la Russie même, malgré tout, elle demande au Conseil de sécurité, est-ce qu'il y ait quand même une décision qui impose aux États-Unis d'arrêter ces mesures coercitives contre tous les pays, parce que c'est ça qui crée les famines, parce que c'est ça qui empêche les peuples de manger, et c'est ça qui fait les problèmes et qui crée la déstabilisation de l'ensemble des pays. Donc, bien sûr, alors c'était à la réunion du Conseil de sécurité où effectivement la Russie demande et exige du Conseil de sécurité que on arrête ce cirque et qu'on oblige les États-Unis aussi à arrêter de jouer avec ces soi-disant sanctions qu'elle déploie à droite, à gauche. Ça d'une part, et d'autre part, il y a eu aussi une véritable exigence aussi d'information autour de tous les laboratoires qui sont étalés dans toute l'Europe, les laboratoires de recherche bactériologique et médicale, qui sont censés propager des épidémies, qui sont étendus dans toute l'Europe. Il y a 30 à 40 laboratoires qui ont été détectés, voire filmés par les satellites russes, et ils ont demandé des explications, effectivement, aux États-Unis, dans le Conseil de sécurité, et puis au sein de l'Organisation des Nations Unies, chose à laquelle, d'ailleurs, jusqu'à présent, les Américains n'ont pas répondu. Et ils font comme si de rien n'était en disant non, non, c'est du bluff. Alors que comment dire, les, Russes. les preuves étaient là. Les Russes ont fourni les images satellites et puis des activités, etc. Et puis des rapports. Ils ont tous les rapports qu'il faut pour tout ça. Donc, voilà. Sur le plan militaire, donc les Russes ont pris la ville de Mariupol avec le fameux Azovstal, Ouais. l'usine d'acier en fait, où étaient réfugiées une partie des troupes ukrainiennes régulières et également une bonne partie du bataillon Azov. Ouais. Voilà, tous les soldats qui étaient dans Azovstal se sont rendus. Il y avait presque 1090 soldats qui se sont rendus. Et effectivement, donc la ville de Mariupol est complètement dans les mains des Russes, d'une part. Et puis, bon, par On a pu contre, voir les prisonniers, hein, donc il y avait effectivement une partie qui portait des tatouages néo-nazis, que ce soit les croix gammées, le sigle SS avec les éclairs, la tête d'Hitler, enfin bref, j'en passais des meilleurs. Et il n'y en avait pas qu'un ou deux des tatouages, c'était une bonne partie des soldats. et les Américains ont demandé est-ce que les ressortissants américains qui ont été retenus soient remis aux États-Unis. Ok, voilà. On se demande bien ce qu'ils faisaient là, enfin on se demande pas. Mais... Ouais, ouais. Ok, et puis sinon la Bon. propagande continue, hein. Zelensky il est sur tous les écrans, il est à Cannes, il est partout, il fait sa tournée mondiale, il veut Ah populariser oui, l'Eurovision. Eurovision, et je sais pas Oui, quoi, etc. Donc on donne des prix. Alors c'est ça qui est génial, c'est que l'Europe qui a lutté contre le nazisme, pendant la Deuxième Guerre mondiale,
Maintenant, elle soutient les nazis, elle leur donne des milliards de dollars, elle leur donne des milliards de soutien aussi en armes. Maintenant, même des pays comme la Finlande, la Suède, qui étaient neutres, hein, maintenant veulent se joindre à l'OTAN pour soi-disant se défendre, mais de qui? Même Ils la se Suisse. joignent donc aux nazis. Même la Suisse va Euh, abandonner sa neutralité. Enfin, a abandonné de hein? fait. Même la Suisse a de fait abandonné sa neutralité puisque c'est jointe aux sanctions. Oui, oui, non, mais de toute façon, là, c'est pas seulement les sanctions, ils demandent à se joindre à l'OTAN, À l'OTAN, oui, qui j'ai est bien une compris. arme de guerre massive quand même, il faudra savoir. Hmm. Voilà. Donc là, c'est un point important. C'est important à voir. Et puis, c'est vrai que les États-Unis se battent avec le sang des Européens. Sachez quand même que la Finlande, elle importe 100% de ses, de son énergie de la Russie. Ça veut dire 100% de pétrole, 100% de gaz, etc. La Suède n'en est pas loin. Voilà. Alors que, bon, en France, c'est 20%, mais en France, ce qui va être très préjudiciable, c'est pas le gaz et le pétrole, mais c'est surtout aussi l'uranium qui alimente les centrales électriques, les centrales nucléaires électriques. Quoi, L'uranium et pour puis production les d'électricité. engrais chimiques également. Hein? Les engrais chimiques également à un autre niveau. Parce Ouais. que les engrais chimiques viennent essentiellement de Russie Mm. et sont essentiels pour l'agriculture conventionnelle, on va dire, Mm. donc l'agriculture intensive française. Et donc sans engrais, les paysans vont être à mal pour produire pour la nourriture, quoi. Pendant ce temps, effectivement, les responsables européens donnent à Ursula von der Leyen toutes les capacités ou toute autorité à gérer les questions d'énergie de l'Europe, alors que c'est quelqu'un qui n'a jamais été élu, qui n'a jamais été en fait, et les parlements des pays n'ont jamais été consultés, de la même manière que le Parlement européen non plus. Donc ça, ce sont des points à connaître, à voir, à suivre, hein. Et puis voilà. Alors on va parler de la Syrie maintenant. La prochaine réunion Voilà. d'Astana aura lieu mi-juin. Ça fait un peu le lien entre la Russie et la Syrie. La prochaine, ouais, donc c'est toi qui me précisais ça en préparant l'entretien que la prochaine réunion du groupe d'Astana aura lieu donc dans un peu plus de 2 semaines, mi-juin. Ouais, c'est ce qu'a affirmé le président kazakh du Kazakhstan, effectivement. Donc, ils invitent à une réunion donc, au mois de juin. D'une part, d'autre part, bon, il y a eu quand même, comment il s'appelle, le responsable de l'ONU, Geir Peterson était en Syrie. Ils ont discuté longuement avec le ministre des Affaires étrangères, avec le président, etc. Lui, il est moins optimiste que d'habitude parce qu'il dit que de toute façon, avec l'opposition qu'on a, il n'y a pas de possibilité parce qu'ils sont très peu flexibles et ils sont très liés à la Turquie. Il n'y a pas de. Donc, bon, il y aura quand même une autre. La Syrie est ouverte à toutes les réunions, à toutes les discussions, mais sans préalable, quoi. Hmm. Les Et seuls préalables, si, les seuls préalables sont les préalables nationaux, quoi. Qui sont la base de toute citoyenneté, dirais-je. Mais c'est tout. Euh, Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, les agressions israéliennes alors continuent parce que alors
moi, j'allais dire plutôt l'inverse, en fait. Les réconciliations continuent. Il y a eu aujourd'hui l'ouverture d'un nouveau centre de réconciliation à Alep, hein. Mhm. Donc ajouté à ceux de Deir ez-Zor, de Abu Kamal, de ceux de Dera, etc., auxquels il y a eu des centaines, des dizaines de milliers de personnes qui se sont jointes et qui se sont rendues et revenues dans le giron du pays, de la patrie, dans le giron du gouvernement syrien, qui ont rejoint l'armée syrienne. Aussi, ce qui fait effectivement, ce qui fait, j'allais dire, rougir ou rugir de colère les Israéliens, ce qui fait qu'ils n'arrêtent pas d'envoyer des attaques contre la Syrie. Là, il y a eu une deuxième attaque, en fait, sur le sud de Massin et ajouté à celui de Masyaf qui avait eu lieu. Ils essayent de viser, soi-disant, des positions du Hezbollah ou des positions iraniennes, mais en fait, ils ont encore une fois visé le centre de recherche à Masyaf pour essayer de neutraliser certaines unités de recherche. Là, c'est absolument incroyable. Bon, mais d'un autre côté, cette fois-ci, il y a eu une riposte de la part de nos amis russes qui ont aussi intercepté quelques missiles. Parce que les attaques, elles sont des attaques aux missiles à partir de soit sol-sol, soit de la mer-sol, sans qu'il y ait des avions qui ont violé l'espace aérien syrien, mais le missile à longue portée qui arrive donc sur la Syrie. Et là, nombre de ces missiles ont été interceptés par l'armée syrienne et d'autres ont été interceptés aussi et descendus par les Russes, ce qui est une grande première. On pense que les Russes commencent à être énervés non seulement par l'attitude des Israéliens, non seulement vis-à-vis de la Syrie, mais aussi vis-à-vis de leur position vis-à-vis de l'Ukraine. Ils soutiennent l'Ukraine, ils donnent des équipements aussi aux Ukrainiens nazis. Il y a même des Donc, soldats israéliens qui sont sur place, j'ai vu des vidéos, moi. voilà, effectivement. Donc, je crois. Et puis, bon, même si jusqu'à présent, ils hésitent à appliquer l'embargo sur la Russie. Mais bon, je pense que de toute façon, c'est Ils pas jouent double grand-chose. jeu, ils jouent double jeu, ils essaient d'apparaître comme neutres alors qu'en fait sur le terrain ils ne le sont pas. De la même manière, celui qui joue double jeu, c'est Erdogan aussi, qui d'un côté refuse effectivement l'entrée de la Finlande et de la Suède à l'OTAN, mais il applique enfin, je ne sais pas si la Turquie applique, je ne crois pas qu'elle applique les sanctions contre la Russie. Mais d'un autre côté, Ils bloquent ils le maire. soutiennent Israël. Hein? Oui, ils jouent un jeu, je dirais pas qu'ils jouent double jeu mais sur ce coup-là, mais en tout cas il joue une partition Oui. qui est bien à lui, enfin Erdogan il joue une partition qui est bien à lui, et où il respecte aucune logique internationale, il respecte certainement pas le droit, Non, mais mais c'est plutôt un opportunisme maladroit quoi. avec l'histoire, effectivement, là, ils demandent à ce qu'il y ait 30 kilomètres qui sont de la Syrie, en fait, sur toute la longueur des frontières syriennes, sur 30 kilomètres, ils veulent le transformer en zone De qu'il sécurité. dit de sécurité. Là, il revient aussi à faire cet appel et à jouer sur cette corde-là d'une part, et puis d'autre part, bon, bah, c'est aussi un appui sans limite à toutes les forces terroristes qui sont sous sa bannière.
en Syrie qui agissent, donc Tahrir al-Sham, Ahrar al-Sham, les bannières, le je sais pas quoi, etc. Pour Et en qui revenir aussi juste, s'attaquent aux Russes aussi, donc pas seulement ça. Donc les accords qui avaient eu lieu en 2018, qui n'ont jamais été appliqués sur la libération de l'autoroute M4, M5 hein, en Syrie, c'est l'autoroute qui rejoint Deir ez-Zor à Alep. Hein, et ils l'ont jamais fait, ils l'ont jamais appliqué et ils continuent à dire que c'est eux qui sont agressés. Mais en ce moment, pour en revenir à la Suède et à la Finlande, donc le refus de la Turquie, d'Erdogan, que ces deux pays puissent intégrer l'OTAN, c'est lié au fait que enfin officiellement, hein, c'est ce que dit la Turquie, c'est lié au fait que ces pays offriraient donc un refuge pour des organisations du type PKK. Ça, oui, bon, de toute façon, de voilà, toute c'est la raison façon, invoquée officiellement. et lui, il est le refuge de tous les terroristes. Alors ça, c'est, Alors, et Aïssa, par contre, le temps a passé bien plus vite que ce que je ne pensais. Il faut mentionner mais aussi les accords Syrie-Iran qui ont été signés dans le sillage de la visite du président Bachar al-Assad en Iran. Euh, je vais mentionner pas mal de je points, puis voudrais tu... ajouter, Oui, excuse-moi, Raphaël, parce bien que sûr. c'est très important. Oui. Je voudrais ajouter quand même, au niveau de la Turquie et des Kurdes syriens, en fait, il y a une véritable coordination entre les deux. Et les Kurdes non pas du PKK, mais du FDS, qui se disent hostiles à la Turquie, mais ils sont tous les deux en train de faire fuir la population syrienne pour s'approprier les terres. Les Turcs distribuent des tracts en demandant à la population de quitter parce qu'ils vont bombarder et que le FDS, qui sont alliés avec les Américains, qui sont les maîtres de l'OTAN et les maîtres de la Turquie en même temps, qui est un membre important de l'OTAN au Moyen-Orient, donc qui cherchent effectivement à faire une transformation, un changement démographique dans le nord de la Syrie, en amenant d'autres gens y habiter. Et l'idée, c'est de pouvoir mettre la main sur cette partie de la Syrie de la même manière qu'ils ont mis la main sur Alexandrette, en fait, sur Alors c'est là le c'est pas département très clair pour moi. d'Alexandrette. C'est quelque chose qui est pas très clair pour moi, Aïssa. C'est moi j'ai lu ailleurs, mais plutôt dans la presse mainstream, que les FDS et les régions kurdes, enfin, qui ont été kurdisées d'ailleurs, parce qu'ils ont pour que ce soit aussi autant kurde, il a fallu faire dans ce qu'on appelle après le Rojava et compagnie, il a fallu expulser des gens qui n'étaient pas kurdes, donc essentiellement Ouais, des ouais, Arabes. ouais, ouais. Euh, donc eux, ils voudraient, si j'ai bien compris, garder une majorité kurde. Donc ils n'ont pas intérêt à ce que la Turquie renvoie des Syriens hétéroclites dans ces zones du nord de la Syrie. Mais c'est la population la population qui occupe le terrain, c'est leur terre. On vire pas les gens de leur terre pour dire là, on va faire une population kurde à 100%. Et les Kurdes dans cette région, ils ne sont pas plus de 2 à 3%. Et ils Mhm. sont dispersés dans toute la région. On ne peut pas dire il y a des régions kurdes et des régions non kurdes. Mhm. Là, ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de faire un changement démographique de manière à grouper des Kurdes dans une des régions les plus riches de la Syrie. Et après, dire, voilà, on fait la séparation. Mais en fait, là, en Syrie, tout le monde est partout. Il n'y a pas de région kurde, de région non kurde, de région je ne sais pas quoi, Mhm. etc. C'est ça ce qu'il faut savoir. Et D'accord. ça, c'est très important à voir. Et aujourd'hui, ils sont en train de vouloir faire venir aussi des terroristes pour les mettre à la place des Syriens dans toutes ces régions qu'ils appellent des régions de sécurité, des zones de sécurité. Mhm. Et comme par hasard, ce sont les régions les plus riches de la Syrie, à la fois au niveau du grain, à la fois au niveau du pétrole, au niveau du gaz, et voilà. Donc, Alors, et même au niveau de l'eau aussi, il faut le savoir. on va Donc, clore ce site rep malheureusement parce que ça fait déjà 1 heure qu'on est ensemble.
Je vais mentionner les derniers points et puis tu vas en commenter quelques-uns, comme on fait souvent en fin de site rep. Oui, Donc les voilà, Américains continuent rapidement. de piller le pétrole et le blé en Syrie. Voilà, tout à fait, effectivement. Et on voit qu'à Continue quel point à entraîner les Syriens. Mm, le 20 mai dernier, il y a eu une agression israélienne. mm. Ah, on en a parlé de ça. Oui, Mm, tout à fait. mm. Il y a eu des agressions terroristes sur la région d'Alep également. Oui, aussi, il y a une recrudescence de toutes les agressions terroristes en même temps que les agressions israéliennes, en même temps que les agressions turques, etc. On voit que tous les fronts sont à nouveau réchauffés en Syrie. Hmm. Il y a également une tempête de sable qui a eu lieu à Deir qui est Voilà. peut-être en cours. En tout cas, il y a eu l'état d'urgence qui a été décrété. La tempête de sable, elle a touché aussi l'Irak, hein, si bien que les aéroports ont été fermés. Donc, c'est une tempête effectivement qui remonte du sud, hein, et du désert, quoi. On est habitué au fait au printemps, en fait, dans les mois d'avril-mai, c'est ça. Mais Les- ouais. actuellement, ça devient du sable et de la poussière fine, hein, ce qui est plus dangereux. Hmm. L'État syrien a augmenté le prix d'achat du blé aux paysans. Oui, alors ça, c'est l'État qui augmente. L'État, d'habitude, en fait, en Syrie, ce sont les paysans. Ils cultivent les terres et ils récoltent le blé et ils le vendent à l'État. Et qui le prend à un prix X. Et là, l'État leur a augmenté ce prix d'achat pour améliorer leurs conditions de vie. Ok, et puis on va terminer avec une petite nouvelle positive. Ça, La c'est Syrie, positif. oui, oui, la médaille de bronze a obtenu la médaille de bronze, la Syrie, aux Olympiades informatiques internationales Tout de à fait. 2022 qui ont eu lieu en Mhm. Italie le Tout à 19 mai fait. dernier. Voilà. Tout Voilà. à fait. Donc, bravo les jeunes Syriens informaticiens. Voilà. Donc, chers amis, je vous dis au revoir et dans 15 jours. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner à notre site web. À bientôt, au revoir et Aïssa Mitani, encore une fois, merci beaucoup pour tes analyses et puis pour toutes les informations que tu as réunies pour nous. Merci, Merci. au Merci. revoir. Au revoir.